Voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle juste nos petites règles. Vidéo et micro éteints. La session est enregistrée aujourd'hui, donc vous pourrez la retrouver sur le site de l'ARACT Normandie a posteriori quand nous l'aurons posté. Et bien sûr, le support vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, puisqu'on est nombreux aujourd'hui, ça va être difficile de prendre la parole. C'est pour ça qu'on a mis en place un Bicast. Et certaines questions auront une réponse en direct et d'autres pourront être traitées a posteriori. Donc, ne vous en faites pas. Si votre question n'est pas traitée aujourd'hui, elle sera traitée un peu plus tard par le biais d'une foire aux questions. Pour du coup rentrer dans le vif du sujet, là pour le coup, présentation des intervenants du jour que je vais laisser se présenter. Juste aussi, peut-être juste pour vous rappeler que vous êtes aujourd'hui avec nous sur un webinaire qui concerne les troubles du spectre autistique dans l'emploi. Et le but aujourd'hui, c'était de vous donner des clés pour accompagner au mieux des personnes dans cette situation, dans vos entreprises ou en tant que prescripteur ou partenaire, afin de les intégrer ou les maintenir au mieux sur leur poste de travail. Je vais laisser du coup les intervenants du jour se présenter. Séverine, peut-être? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Séverine Le Sueur, chargée de mission à l'ARACT Normandie. Je prends le relais, donc Sophie Morel, chargée de mission à l'ARACT donc Normandie, et donc en copilotage avec Séverine sur une convention que nous avons avec l'AGFIP depuis un peu plus d'1 an maintenant. Isabelle? Bonjour à tous, Isabelle Hud, chargée de mission emploi accompagné pour l'ADAPT sur les départements 14, 50, 61 et 27. Et Florian? Bonjour à tous, donc je suis Florian Ziri, je suis job coach autisme et assistant de gestion dans l'association Handisup Haute-Normandie. Et donc moi, je suis Élodie Kibel et je suis chargée d'études et de développement à la GFIP Normandie. Et effectivement, ce webinaire intervient dans le cadre d'une convention de partenariat que nous menons avec l'ARACT Normandie depuis 1 an sur le sujet des maladies chroniques évolutives et leurs impacts sur le travail. Donc, il nous a semblé intéressant de traiter ce sujet pour aussi vous donner à voir sur l'autisme et l'emploi et aller plus loin du coup sur notre projet maladies chroniques évolutives. Peut-être rapidement présenter les structures. Donc, le réseau ANACT-ARACT, ARACT, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes un réseau national de proximité sur l'ensemble des territoires. L'ARACT Normandie comporte 2 antennes, l'une à Rouen, l'une à Caen. Notre réseau est administré par les partenaires sociaux, organisations patronales et syndicats de salariés. Notre réseau est bien au service de l'amélioration des conditions de travail pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public. Je continue. Nous avons donc des financements de l'État, de la région, de l'ANACT, qui est notre tête de réseau, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et puis aussi des fonds sociaux européens. Nous sommes normandes donc depuis le 1er juillet 2016, donc effectivement, nous avons fusionné depuis cette date. Et comme le disait Séverine, notre gouvernance est paritaire, donc nous retrouvons un collège de syndicats de salariés que vous voyez à l'écran, et puis un collège de syndicats patronaux qui composent notre conseil d'administration. Nous avons aussi un comité consultatif d'orientation qui sont notamment composés de personnes expertes et qui peuvent effectivement donner des éléments d'orientation sur la question des conditions de travail.
on est au service des PME, PMI, mais aussi de la fonction publique. Et donc, présentation aussi rapide de la GFIP. Donc, nous, à GFIP, on est basé sur l'ensemble du territoire français, métropolitain et DOM. Donc, on a plusieurs délégations régionales et donc chaque délégation régionale a les mêmes missions qui sont d'accompagner, de conseiller et de financer, puisque notre ADN, c'est le fonds d'insertion des personnes handicapées que l'on collecte auprès des entreprises par le biais de l'URSSAF et la MSA. Et donc, on a 3 grands axes de travail. Un premier axe sur le côté financier, notamment autour de projets innovants, mais aussi sociaux. Donc, on se mobilise aux côtés des pouvoirs publics pour pouvoir porter des propositions innovantes pour aider à la mise en œuvre de politiques emploi-handicap et d'intégration, inclusion des personnes en situation de handicap dans l'emploi. On est aussi du coup animateur de réseau, puisqu'on anime un réseau qui s'appelle le réseau des référents handicap, dont peut-être certains d'entre vous font partie, qui permet l'échange de pratiques entre pairs. Et puis, on est aussi sur un axe fort partenarial sur chacune de nos régions, puisque le but, c'est bien de coopérer avec l'ensemble des acteurs du droit commun et spécifique pour du coup faciliter l'intégration et le maintien des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Et du coup, pour Handisup. Donc, notre association, en fait, donc, a été créée en 1998 avec pour objectif, en fait, d'accompagner les étudiants en situation de handicap. Donc, le travail commence dès le lycée pour travailler sur l'orientation, faire en sorte que la transition vers le supérieur fonctionne. Donc, le supérieur, c'est l'université, mais c'est les grandes écoles, les BTS, c'est tout l'ensemble du supérieur. Et ensuite, on fait la transition jusqu'aux premiers emplois. Et donc, pour ce faire, on a tout un réseau de partenaires entreprises et institutions, donc qui sont là pour employer des jeunes en situation de handicap. On organise des forums 2 fois dans l'année pour faire en sorte qu'il y ait des rencontres entre ces jeunes et les employeurs. On accompagne les employeurs dans la réception de ces jeunes, dans le cadre de stages, de contrats en alternance, de jobs d'été aussi. Et puis là, puisqu'aujourd'hui le sujet c'est l'autisme, on accompagne actuellement 650 jeunes, tout type de handicap. Et sur ces 650, en fait, on a un tiers qui sont avec autisme. Donc en fait, des jeunes avec autisme, on en a plein, justement. Et c'est l'objet d'aujourd'hui. Et à côté de ça, on a des projets un petit peu innovants aussi qu'on essaie de projeter petit à petit. Donc un projet sur l'international, où on fait en sorte qu'un jeune qui veut partir en Erasmus et qui est en situation de handicap puisse y aller. Ça concerne notamment des jeunes avec autisme et un projet de Rakaja avec le CHU de Rouen-Normandie et le Centre Henri Becquerel afin d'aider les jeunes atteints d'un cancer à continuer de se projeter dans les études et à avancer. Voilà. Isabelle? Oui, alors donc l'ADAPT Normandie, c'est une vieille dame, puisque c'est une association qui a été fondée en 1929 par une dame qui s'appelle Suzanne Fouché, qui s'appelait Suzanne Fouché, qui était convaincue que l'accès au travail permettait de trouver donc une autonomie, une dignité pour les personnes malades. Parce qu'autrefois, effectivement, les personnes malades restaient plutôt chez elles et puis on attendait la fin. Cette association, une fois qu'elle a été créée, elle a été reconnue d'utilité publique. Et donc, on est parti sur un accompagnement de la personne handicapée dans son insertion sociale et professionnelle. On fait un lien, donc on est parti de la maladie, après on a vu le contexte social de la personne. Donc aujourd'hui, l'ADAPT, c'est 109 établissements et services répartis sur 10 régions. Donc, on couvre quasiment tout le territoire français et notamment en Normandie, on a vraiment de nombreux établissements. Et en 2020, je n'ai pas les chiffres encore de 2021, mais 2020, c'était plus de 18 000 personnes accompagnées sur le territoire français. L'ADAPT, c'est également un projet associatif avec 9 actions, dont la 4e action qui s'appelle « Accompagner dans la durée en entreprise la personne handicapée et fragilisée ». C'est dans cet axe-là que se positionne l'emploi accompagné et comme nous le verrons par la suite, l'emploi accompagné, hormis sur le plan national, mais sur le plan normand, dans le public prioritaire, il y a le public TSA.
Alors, peut-être en fait vous dire que nous avons catégorisé ce web échange du coup en deux parties. Nous allons bien entendu évoquer l'impact sur le travail, quelques pistes pour agir, en revenant bien entendu sur des notions de définition. Et enfin, grâce en fait à l'ADAPT, nous allons pouvoir aussi évoquer la présentation de l'emploi accompagné. Donc, pour en fait nous suivre sur le support et participer à une petite animation Bicast, nous vous redemandons s'il vous plaît de vous connecter sur le Bicast. Oui, d'autant que je vois quelques personnes qui se déconnectent et c'est dommage. Donc, hop, on continue. Alors, rapidement, afin de pouvoir avoir accès à vos représentations, nous vous proposons de nous évoquer les mots-clés associés à l'autisme selon vous. Donc, nous avons choisi cette formule parce que vous êtes très nombreux, hein, vous êtes environ 80 personnes à s'être inscrits. On n'est pas... 89 personnes. Donc, on s'était dit que c'était un bon moyen de pouvoir identifier vos représentations à travers cette animation. Du coup, on va vous inviter directement dans le Bicast à remplir, à envoyer un mot. Donc, vous avez une activité sur votre navigateur Internet et vous pouvez du coup envoyer un mot. Et ça démarre. Il y a des personnes qui commencent à nous envoyer et on voit le nuage de mots du coup s'afficher sur Zoom. Donc, il y a plusieurs mots qui apparaissent. Difficulté relationnelle, la communication, l'exclusion, l'adaptation. La solitude, l'isolement, ça revient aussi. Ouais. Pour l'instant, on est beaucoup sur des plutôt contraintes, j'ai l'impression. Hein. C'est ce qui est identifié. Plutôt contrainte. Sachant que le mot-clé le plus fort, ça reste quand même la communication. Oui. Et on va le voir ô combien ce savoir-être particulier est essentiel lorsqu'il y a un lien avec le travail. Un grand nuage de mots qui apparaît. Mais effectivement, il y a intelligence aussi qui ressort en plusieurs fois. On voit le mot handicap aussi. Intelligence. La sensibilité, la passion aussi. Je vois quelques mots. Du coup, j'espère que tout le monde a pu remplir le Bicast. Je vais terminer cette activité pour qu'on puisse voir figer le nuage de mots. Le voici. Voilà, il y a aussi hypersensibilité qui revient plusieurs fois et des difficultés relationnelles. On voit effectivement beaucoup de mots sont en lien avec la relation à autrui et l'état émotionnel. Tout à fait. Alors, on y va en fait pour cette définition. Que pouvons-nous dire en fait de la définition de l'autisme ? Alors, jusqu'il y a peu, les troubles envahissants du développement, ce qu'on appelait TED, étaient catégorisés selon différents types d'autisme. Nous avions effectivement l'Asperger, le Rett, le Landau-Kleffner, le TED, le NOS, etc. Donc, il y avait en fait certaines catégorisations sous le mot TED. Cette classification est désormais remplacée par le trouble du spectre de l'autisme, qu'on appelle TSA. Cette formulation, elle est aujourd'hui privilégiée. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment une diversité des cas rencontrés.
Cette approche dimensionnelle nous permet effectivement de signifier une grande diversité de l'intensité des manifestations de l'autisme, que ce soit au niveau cognitif, sensoriel, relationnel et communicationnel. Vous dire aussi que pour les personnes qui seraient en fait adultes, qui auraient un questionnement sur être touchés par l'autisme ou non, il y a en fait 3 biais possibles pour le diagnostic pour ces personnes adultes. Il y a cette possibilité d'être diagnostiqué par un centre ressources autisme. Il y en a en fait dans toutes les régions. Donc, c'est accessible à tous. Néanmoins, les délais, selon les régions, peuvent être un peu longs. Il y a aussi cette possibilité d'être diagnostiqué par un psychiatre spécialisé en fait dans le diagnostic. Donc là, l'accessibilité est plus facile. Néanmoins, il y a un coût certain qui reste à la charge de la personne. Et enfin, de façon très, très rare, certains médecins généralistes peuvent aussi apporter un diagnostic, mais on est vraiment dans une rareté. Donc, retenez 2 diagnostics possibles par le CRA et par un psychiatre habilité à diagnostiquer l'autisme. Donc, pour aller plus loin, l'autisme n'est pas une maladie mentale. C'est un trouble du développement neurologique. Vous dire aussi que ces troubles apparaissent précocement au cours de l'enfance et persistent forcément à l'âge adulte. Effectivement, on ne guérit pas. L'autisme se manifeste par une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts restreints et répétitifs. Alors, quand on dit restreint et répétitif, c'est en fait les termes que l'on retrouve dans le DMSS-5. C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Les intérêts restreints et répétitifs peuvent être plutôt liés à des intérêts spécifiques où nous allons retrouver une grande intensité vis-à-vis en fait d'un sujet. Sachez que ces intérêts spécifiques ont un rôle dans la régulation des humeurs. Donc, il est important effectivement de pouvoir aussi repérer ces intérêts qui sont un facteur, plutôt des facteurs ressources en fait pour les personnes autistes. Alors, ces troubles peuvent provoquer un comportement parfois inadapté dans certaines situations. Bien entendu, nous évoquons des situations en relation avec autrui qui peuvent être problématiques, mais aussi des situations environnementales dues à une hypersensibilité. On y reviendra tout à l'heure. Donc, cette notion de spectre de l'autisme indique, comme je vous l'avais dit, une grande diversité des difficultés et des compétences des personnes. Leur profil cognitif est assez hétérogène. Vous allez trouver en fait des personnes avec un retard mental intellectuel, mais d'autres non. Et au contraire, en fait, plutôt une sublimation de certaines facultés intellectuelles. Des retards et des difficultés sont observés dans certains domaines, tandis que d'autres atteignent un niveau de compétence surprenant. Alors, ce que l'on peut voir, c'est vraiment une hypersensibilité. Ce qu'on entend par une hypersensibilité, c'est en fait des sens qui peuvent être quelque peu exacerbés. Ça peut être le toucher, le goût, l'odorat. Alors, pour être un peu plus précise et vous apporter un regard assez objectif, ça peut être l'audition. Par exemple, il n'y a pas de dissociation des sons. Donc, une personne en fait autiste dans la rue peut aussi bien entendre de la même façon la voix de la personne avec qui elle dialogue, mais aussi le bruit des voitures. Donc, imaginez-vous la confusion des sons quand les sons ne sont pas dissociés. Ô combien ça peut être perturbant. De la même façon, certaines personnes ont fait le choix, par exemple, de pouvoir mettre des boules qui est pour en fait se mouvoir en fait dans des espaces publics et communs. Ça peut être aussi le sens tactile, le toucher. Par exemple, sentir une étiquette de vêtement peut être fort dérangeant.
De la même façon, se dire bonjour donc en s'embrassant, ça aussi, hein, ça peut être très perturbant aussi pour les personnes. Les sens olfactifs, on l'a vu, il y a certains parfums qui peuvent déranger les personnes autistes, hein, mais vraiment jusqu'à aller en fait avoir un mal au cœur hein, suite à, en fait, à la détection de certains parfums. Donc, c'est aussi important parce que dans une entreprise, hein, on peut effectivement percevoir la gêne. Donc, c'est important de se dire que c'est vraiment cette dénaturation des sens en fait, qui crée ces particularités de perception. Ça peut être aussi au niveau vestibulaire, c'est-à-dire sensible au mouvement. Donc, on peut avoir des personnes autistes hein, vraiment très, très sensibles au transport, mais aussi avec effectivement des mouvements assez saccadés hein, qui peuvent aussi perturber le sens de l'équilibre. Ça peut être aussi une hypersensibilité visuelle où on va le voir, en fait, les lumières avec des projections trop fortes ou bien des néons peuvent complètement en fait, gêner la personne. Donc, par rapport à cela, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que cette perception de cette hypersensibilité peut vous amener, vous, dans l'accompagnement, hein, dans l'intégration des personnes en entreprise ou autre, des adaptations possibles. Effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, la possibilité de réduire les bruits pour ces personnes avec un casque, des boules qui est, des lieux de travail un peu plus isolés, faire en sorte, pourquoi pas, que la personne arrive la première, mais on reverra aussi hein, cette notion d'intégration, et vraiment respecter le besoin de s'isoler ou de ne pas participer aux situations sociales traditionnelles. Sachez que la relation à autrui, hein, vous l'avez compris, occasionne aussi une grande fatigabilité émotionnelle. Donc, respecter le rythme de la personne est essentiel. Et bien entendu, prévenir les moments de communication. Alors, par rapport en fait au traitement cognitif, on voit là que les émotions et les attentes peuvent être difficilement exprimées. Nous voyons aussi un fort attachement aux notions des règles et de la justice. Hein, c'est vraiment une intransigeance par rapport à ça. Le manque de planification ou les choses imprévues hein, peuvent générer de l'anxiété, du stress. On s'en tient effectivement souvent à un sens très littéral, d'où l'important d'être très factuel lorsque effectivement on communique avec ces personnes, parce que le double sens ou la subjectivité n'est pas repérée. Et je l'aborderai tout à l'heure, mais cette question d'empathie aussi peut poser souci, puisqu'on peut penser que la personne est froide, insensible, fausse, mal élevée. Bien entendu, ce sont des jugements complètement erronés. Les adaptations possibles, donc avoir une communication directe, claire, littérale vraiment, sans sous-entendu, bien expliciter les règles de communication au sein d'une structure, au sein d'un service, au sein aussi d'une culture d'entreprise. Hein. Chaque entreprise a son propre fonctionnement et sa propre culture. Il y a la communication, donc bien insister sur ces règles de communication, garder les directives constantes et logiques, c'est très très important, expliquer les nuances et les changements imprévus pour ne pas perturber l'état émotionnel. Et par rapport à l'aide à l'organisation, on est plutôt sur de la planification, de la checklist, des alarmes, du visuel. Là, on est, vous voyez, sur une sphère qui est liée à une modalité beaucoup plus visuelle qu'enrobée à travers de la communication informelle. Donc, il y a une formalisation de la communication. Et je vous invite, hein, pour les personnes qui ont l'occasion d'accueillir, de rencontrer et d'être en lien avec ces personnes, d'être dans une communication la plus factuelle et la plus claire possible. Alors, rapidement, quand on parle de l'empathie, on se dit, mais oui, mais effectivement, il n'y a pas de compréhension de l'autre, il n'y a pas de perception des états émotionnels, il y a une froideur qui se dégage.
En fait, c'est un peu plus complexe que cela, puisque, si vous voulez, dans l'empathie, on peut catégoriser deux typologies d'empathie. On va dire qu'il y a l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à ressentir les états émotionnels d'autrui. Donc là, sachez que la personne autiste est tout à fait en capacité de pouvoir ressentir les émotions. Néanmoins, s'il y a du ressenti, ça va entraîner une grande fatigabilité parce qu'il y a une sursollicitation qui est enclenchée. De la même façon, la deuxième typologie, c'est l'empathie cognitive. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes autistes d'avoir cette empathie. C'est cette capacité à comprendre les états mentaux d'autrui et à anticiper les émotions. Ce qui fait que pour la personne, c'est difficile en fait de se représenter ce que pense, ce que ressent une personne, puisqu'il n'y a pas de captage forcément d'émotions et l'état du moment. Donc, elle ne peut pas anticiper. Ce qui veut dire que quand l'émotion est verbalisée, c'est beaucoup plus simple, mais il est difficile pour une personne autiste de détecter vraiment les émotions. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est triste et qui va pleurer, la personne autiste va complètement même être une éponge, c'est-à-dire qu'elle va être en hypersensibilité par rapport aux émotions ressenties de l'autre. Donc là aussi, je casse un peu le mythe qui est de dire non, de toute façon, la personne autiste est une personne complètement insensible. C'est beaucoup plus complexe que cela, puisque ça peut être aussi, si vous voulez, un état émotionnel vécu aussi et ressenti par la personne, mais qui va se manifester dans un temps ultérieur. Ça peut être aussi une manifestation très, très intériorisée, puisque la personne autiste aussi peut être en suradaptation. Et à un moment donné, quand les stimuli sont trop forts, la personne elle-même n'est même plus en capacité de comprendre ses états émotionnels. Donc, si c'est difficile pour la personne autiste de comprendre ses propres états émotionnels, c'est aussi difficile de percevoir l'état émotionnel de l'autre. Voilà. Ce que je pouvais vous dire, peut-être aussi quelques repères par rapport à l'entreprise. Une situation vécue par une personne autiste, lorsque justement elle apporte des critiques sur un travail qui n'est pas fait selon elle de la bonne façon, elle ne peut pas percevoir que ça blesse en fait la personne, puisqu'elle est dans un état très factuel. Pour elle, ce qui est important, c'est de faire avancer le processus de travail. Donc, en ayant conscience effectivement qu'il n'y a pas forcément cette perception de blesser l'autre, eh bien, elle peut mettre des choses en place pour améliorer sa communication à l'autre. Voilà. Donc, ce qui est indiqué, c'est que les travailleurs autistes souhaitent souvent créer des liens avec leurs collègues, mais ils ne disposent pas forcément des compétences et des outils nécessaires pour y arriver. Au niveau communicationnel, langage oral parfois difficilement compréhensible ou absent, difficulté à interpréter les mimiques, je vous l'ai dit, les intonations et les postures. Dans le DSM-5, nous repérons en fait ce qu'on appelle la dyade autistique, c'est-à-dire il y a deux grandes manifestations qui sont identifiées. Vous avez des difficultés dans la communication et des interactions sociales et des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Je préfère dire spécifiques plutôt que restreints. Donc, dans les difficultés de communication, je vous l'ai dit, la communication non verbale est donc inadaptée, difficilement compréhensible. On peut aussi trouver des répétitions de certains mots ou expressions, mais c'est vraiment des signes de réassurance. Une faible compréhension des sous-entendus, de l'humour, du langage imagé parfois. Difficulté à exprimer ses émotions et à comprendre celles des autres. Comportement en fait répétitif, ça peut être des mouvements répétitifs, des compulsions ou compulsifs, pardon, une intolérance au changement ou à l'imprévu et des intérêts ou des activités très très ciblées, voire passionnelles. Alors, quelques chiffres. En France, une personne sur 100 est concernée, soit environ 7000 personnes autistes, dont 100 000 ont moins de 20 ans. 3 garçons pour une fille
mais ce chiffre est à nuancer. Je laisse peut-être Florian commenter. Oui, en effet, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si vous revenez il y a 10 ans, vous aviez 10 garçons pour une fille. Vous étiez il y a 5 ans, vous étiez à 4 garçons pour une fille. La raison est simple, en fait, c'est qu'on diagnostique de mieux en mieux l'autisme, et en particulier l'autisme féminin, parce que il faut se dire qu'une personne avec l'autisme, chez un garçon, ça se voit plutôt assez bien. Il y a beaucoup de signes qui sont très visibles. La femme, elle, par contre, va réussir à cacher beaucoup de choses. Elle aura des particularités qui seront plus acceptables, et notamment pour ce qui concerne les intérêts spécifiques, c'est-à-dire ces passions qui sont débordantes. Quand vous avez un garçon qui a une passion pour les meurtrières du XIVe siècle, bah, tout d'un coup, on se pose des questions. Quand vous avez une fille qui a une passion débordante pour la K-pop, ces chansons coréennes, bah, c'est de la musique, donc ça se voit bien. Et souvent, les femmes vont avoir des intérêts spécifiques pour de la musique, pour la famille, pour des choses très socialement acceptables, là où les garçons, ce sera un petit peu plus compliqué et plus visible. Donc le diagnostic chez les femmes s'améliore petit à petit, mais il reste encore complexe. Et il faut aussi se dire qu'on diagnostique en fait l'autisme en France depuis les années 2005 à peu près, donc avec la fameuse loi d'inclusion. Et c'est très récent, très, très récent, et ça veut dire que toutes les personnes qui sont nées avant ou autour n'ont pas eu la chance d'être diagnostiquées très rapidement, et on se retrouve avec beaucoup de personnes adultes qui ne sont pas diagnostiquées, et c'est ce qui fait que ce chiffre de 1 personne sur 100 concernée en France est aussi pas encore réaliste, puisque si vous allez aux États-Unis, ils sont à 1 sur 68, si vous allez en Corée du Sud, ils sont à 1 sur 38. Ça fait imaginer qu'en fait, on a presque une personne par classe qui serait autiste, et c'est tout simplement dû au fait, en fait, qu'on diagnostique de mieux en mieux et qu'on est encore loin de diagnostiquer parfaitement. Merci. On y va pour les idées reçues. Donc là aussi, notre deuxième animation proposée. Nous allons vous proposer des affirmations. À vous de nous dire si ces affirmations sont plutôt vraies ou sont plutôt fausses. L'autisme est une maladie. Vrai ou faux? À vous de jouer. On a plutôt des faux. Oui, il y a une personne qui nous dit, c'est là qu'il faut répondre, peut-être qui cherche comment répondre. Élodie, est-ce que tu peux indiquer, s'il te plaît? Du coup, c'est dans le Bicast, donc je vous renvoie le Bicast, c'est directement dans l'activité sur votre adresse internet URL. Des chats, non. Dans le chat, il y a des questions. Par celle que tu viens de dire, Du coup, je vous laisse peut-être commenter. Oui, Florian? Oui. Alors donc sur le fait que l'autisme soit une maladie, donc la réponse était faux. Donc en fait, c'est absolument pas une maladie. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire des altérations du cerveau qui se mettent en place avant la naissance et sont impliquées dans le langage, dans la motricité, dans la perception, dans les émotions, les interactions sociales. En fait, le message nerveux va être traité différemment pour la personne avec autisme, et c'est ce qui fait que tout d'un coup, tout va être compris et interprété différemment. Merci. Deuxième idée reçue. On ne connaît pas la cause de l'autisme. Vrai ou faux? il y a un constat. Il est indiqué que l'autisme est davantage détecté au Maroc. On est sur des plutôt vrais. Oui, tout à fait. On tend vers le vrai. Du coup, l'activité est close.
sais pas si tu avais des commentaires, Séverine. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, c'est plutôt vrai. À l'heure actuelle, on ne connaît pas la cause exacte de l'autisme. Certaines études ont montré vraiment qu'il y a un lien entre autisme et génétique, mais le développement neurologique ainsi que les facteurs environnementaux pourraient avoir une incidence. Qu'est-ce qu'on entend par facteurs environnementaux? Eh bien, ça peut concerner une inflammation du cerveau, un virus, des agents toxiques durant la grossesse. Mais vous voyez, on ne peut pas en fait être au clair sur la cause de l'autisme. On est assuré qu'il y a un lien entre autisme et génétique, mais quid effectivement du développement neurologique, puisque d'ailleurs, quand on diagnostique l'autisme chez les adultes, eh bien, il n'y a pas d'IRM, en fait, ce sont des tests de QI, des tests plutôt psychologiques, mais il n'y a pas effectivement de détection par rapport à un IRM passé. Troisième idée reçue, vrai ou faux, une personne autiste ne peut rien apprendre. Bon, là, je crois que les personnes sont assez catégoriques sur la réponse. Florian, je vous laisse commenter. En effet, la réponse était assez claire, c'est que c'est entièrement faux. Donc, il y a certaines formes cliniques sévères de l'autisme qui associent une déficience intellectuelle qui entraîne des troubles de l'apprentissage qui sont importants. Donc, on est dans de l'autisme sévère, mais on a de l'autisme modéré et de l'autisme léger. Et dans la plupart des cas, en fait, une plasticité cérébrale qui existe. Et donc, on a des personnes qui sont tout à fait capables d'apprendre, de progresser, d'évoluer de plus ou moins facilement, en fait, mais beaucoup en fonction du contexte social, du contexte familial, du contexte de vie. Et en fait, on suffit d'adapter les méthodes d'apprentissage au fonctionnement cognitif spécifique de la personne avec l'autisme pour que ça devienne plus efficace. Et d'ailleurs, comme présenté avant, dans notre association, on accompagne plus de 200 jeunes qui sont tous étudiants. Donc, s'ils sont étudiants, c'est bien qu'ils sont capables d'apprendre. Une autre Alors, idée l'avant-dernière, l'autisme est toujours associé à un retard mental. vrai ou faux? Je pense que là aussi, c'est assez... Là aussi, oui, tout à fait. Effectivement, c'est faux, hein, puisque des personnes peuvent avoir un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Certains ont même en fait un très bon niveau intellectuel. On parle alors d'autisme de haut niveau. Bravo. Et enfin, la dernière, on ne peut pas communiquer avec une personne autiste. On est sur des clichés, hein, bien sûr. Et on a Donc, 100% de faux. voilà, en effet, c'est faux. Et donc, si les personnes avec autisme éprouvent des difficultés dans leur communication verbale ou non verbale, ça ne signifie absolument pas qu'elles ne peuvent pas communiquer. En fait, dès la petite enfance, elles vont développer une manière qui va être toute particulière de communiquer, qui va être plus ou moins efficiente. De la même façon, toujours en fonction de l'environnement, beaucoup, en fonction de la sévérité de l'autisme aussi. Et l'enjeu, justement, c'est la prise en charge qui va être mise en place et justement de faire un pont avec les modes de communication, par exemple en utilisant de la communication visuelle, en évitant des phrases à double sens ou imagées. Donc, toujours essayer de... Il y a toujours des façons de communiquer avec les personnes avec autisme. Il faut juste trouver le biais et des fois, faut chercher un petit peu, mais on y arrive. Bravo à tous pour avoir du coup répondu pratiquement tous bon à ce vrai faux. On voit que vous avez pu bien entendre toutes les explications qui ont été données en introduction.
Et du coup, on va continuer sur une partie, du coup, peut-être très rapidement, vous donner à voir sur le contexte législatif, puisque en fait, les troubles du spectre autistique peuvent effectivement permettre d'avoir un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, puisque tout ce qu'évoquait Séverine et Florian en introduction, eh bien, il y a quand même certains impacts dans l'emploi. Et du coup, cela peut permettre de justifier de ce titre de RQTH. Et du coup, dans le cadre de cette RQTH, ces personnes rentrent tout à fait dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi reconnue par la loi. Et comme vous le savez peut-être tous, la loi du 10 juillet 1987, qui a créé la GFIP par la même occasion, oblige tout employeur d'au moins 20 salariés à employer des personnes en situation de handicap au moins pour 6% de son effectif total. Ces dispositions législatives, elles sont valables pour le secteur public ou privé. Et du coup, l'employeur doit s'acquitter d'une déclaration afin de mentionner les travailleurs handicapés qui sont employés au sein de son entreprise. Ce qui fait que voilà, on fait le parallèle aussi sur le côté inclusion et autisme, et le fait aussi que de manière incitative, l'employeur peut recruter des personnes atteintes du trouble du spectre autistique tout en répondant à son obligation d'emploi. Et voilà, du coup, c'était intéressant de le mentionner ici pour aussi donner à voir sur comment l'entreprise peut mailler et inclusion de personnes atteintes de TSA et obligation d'emploi. Du coup, on va rentrer dans la partie autisme et travail. Je vais prendre le relais. Merci, Élodie. Donc, en introduction, je dirais, de cette partie, on va vous passer une petite vidéo qui est assez, je dirais, voilà, qui est assez significative de certaines situations de travail que peuvent rencontrer donc, ces personnes. Donc, je me permets, on peut passer à la diapo suivante et puis lancer la vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a bien le son. Sylvain étiquette des enveloppes pour une association. Sylvain étiquette des enveloppes pour une association. Sophie et Anthony livrent des paniers repas dans un centre de santé. Sophie et Anthony livrent des paniers repas dans un centre de santé. Arnaud pose des antivols pour un supermarché. Myriam et Thomas distribuent le bulletin municipal dans les boîtes aux lettres. Tous sont autistes. Tous sont capables de ces gestes du quotidien qui nous semblent anodins. Pour eux, ces gestes sont un travail, fruit d'efforts, des progrès mesurés, modestes, rendus possibles par un cadre bien précis, des mots bien choisis, un accompagnement personnalisé, un environnement adapté. Avec pas une tonne de stimuli autour de lui. Vous voyez la salle là, il n'y a rien. Enfin, la fenêtre, il ne voit pas dehors. Devant lui, c'est un mur blanc. Il n'y a pas plein de posters, plein de choses qui pourraient le déconcentrer. Tu peux le faire, Sylvain. Vas-y. Voilà. Chacun à leur tour, la quasi-totalité des 24 pensionnaires du centre participent aux différentes activités, mais ce travail excède rarement une demi-heure. L'essentiel n'est pas là. Donc ça nous a permis aussi de faire connaissance des autistes et voir leur comportement et qui s'améliorent bien de jour en jour. Nous, on voit des personnes, ça fait très très longtemps, et on les voit évoluer. Donc c'est parfait, c'est tout à fait ce qu'il faut pour eux et puis pour nous, parce qu'ils nous rendent énormément service. Le centre de santé, c'est
c'est fini. Et on va sur la pirogue. Très bien. C'est parti. La pirogue, c'est le nom de leur pavillon dans le centre. Les journées sont toujours rythmées par cette succession de dessins, symbole d'une consigne ou de l'activité suivante. Cet emploi du temps rassurant est un remède efficace contre les troubles. Pour Arnaud, chaque mardi après-midi débute ainsi par un trajet en bus avec son père. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je veux deux tickets. Deux monsieur. Deux s'il vous plaît, oui. Et plus il prendra le bus, plus il fera d'une façon naturelle. Mais là, au moins, ça lui apprend la vie, quoi. Et nous, on a toujours fait en sorte qu'il soit le plus près des réalités. Depuis qu'il est tout petit, on l'a toujours emmené partout. Bien sûr, ce voyage a un objectif. Arnaud se rend à son travail. Cela fait 3 ans déjà qu'il est accueilli dans ce supermarché. On cherche. Contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, penser, contrairement à toutes les peurs qu'on puisse avoir au départ, parce que quelqu'un d'autiste au départ c'est impressionnant, il a fallu nous expliquer quand même, quelqu'un qui ne coordonne pas ses gestes, ses paroles, etc. On n'a jamais eu un commentaire de rien, personne. Comme quoi, lorsque c'est fait doucement, tranquillement, ça passe, on s'intègre, tout le monde s'intègre, sans problème. Il est très, très demandeur au niveau du travail, il aime beaucoup se rendre utile, il est très serviable. Donc il a tendance à en faire beaucoup parce que pendant le week-end, normalement, c'est du repos, mais lui, il continue à travailler, à faire beaucoup de choses. Et là, on se demande jusqu'où ça peut aller, on espère que ça va aller très loin. On le sent plus sûr de lui, plus calme. Vas-y, prends le sein, c'est bien. Du coup, ça m'a permis d'avoir cette complicité avec Arnaud qui est... J'en tire un bien-être personnel, on va dire. Voilà, j'aime bien ce travail avec lui. Ça me rend un peu plus patiente. Voilà. Du coup, la patience avec Arnaud, elle vient comme ça. Puis le fait de le voir progresser, c'est génial, quoi. Complètement. Donc voilà. Des progrès récompensés, Arnaud a décroché un stage de 3 semaines dans une usine du nord de la France. Se diront. Au revoir. Voir. Mais c'est pas l'heure, Arnaud. Se diront. Allez, jette ton papier. Ce n'est pas... Merci. Élodie, on peut aller sur la slide suivante. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, par rapport à cette vidéo, c'est qu'on voit différentes situations de travail, mais les témoignages, notamment du responsable de magasin, qui dit effectivement, lorsque c'est fait doucement, tout le monde s'intègre. Ça, je trouve que cette phrase, elle est symptomatique et vraiment, c'est je dirais, effectivement pour nous, le b.a.-ba d'un processus d'intégration de personnes qui peuvent être autistes dans le travail. Donc vraiment, notre approche, c'est la question de l'optimisation des conditions de travail pour ces salariés avec effectivement un accueil particulier et une adaptation des conditions de travail, de l'environnement de travail pour les personnes qui sont atteintes d'autisme. Donc, selon Autisme Europe, entre 76% et 90% des personnes autistes sont sans emploi. Donc, effectivement, il y a du travail à faire pour continuer l'intégration des personnes. Et c'est vraiment important que les entreprises prennent conscience de cet élément et aillent dans un processus d'intégration plus important. Voilà, on voit bien que un constat, pourtant, ce handicap peut être un atout pour une entreprise à condition qu'elle y soit sensibilisée. On peut continuer. Donc, sensibiliser et effectivement, comme on disait tout à l'heure, dans l'entreprise, il faut qu'il y ait vraiment une façon d'accueillir et d'intégrer les personnes de façon personnalisée. Donc, ça passe par, au niveau du recrutement, adapter l'entretien d'embauche. Effectivement, en ce qui concerne les entretiens d'embauche, les situations qui peuvent être nouvelles sont souvent
mises en difficulté pour les personnes qui sont atteintes d'autisme et qui ne perçoivent pas toujours la question de l'implicite et puis des non-dits. Donc, savoir serrer la main, ça peut être compliqué pour ces personnes. Gérer le ton de sa voix, tenir un regard aussi, avoir une bonne posture corporelle peut effectivement représenter des vraies difficultés. Donc, c'est pour cette raison que je dirais que les employeurs doivent aussi s'adapter à ces éléments pour anticiper, je dirais, des potentielles particularités gestuelles et comportementales. Les questions, la liste des questions pour le fait de faire passer un entretien doivent être aussi adaptées. Donc, voilà, avec le fait de privilégier des questions fermées, donc plutôt d'être effectivement d'être dans un cadre aussi adapté, dans un environnement calme, sans bruit, pour que le candidat ne soit pas déstabilisé par une série de stimuli sensoriels. On l'a vu tout à l'heure que l'environnement de travail, le bruit, ça peut être perturbant pour le salarié. Donc, il faut vraiment mettre les candidats en situation la plus optimale possible pour qu'ils puissent montrer leurs compétences plutôt que d'en parler, en fait. Voilà, c'est leur donner la possibilité de prouver ce qu'ils savent faire plutôt que d'avoir un discours un peu, je dirais, conceptuel. Donc, cette phase d'adapter l'entretien est vraiment très, très important dans la phase de recrutement. Alors, Florian, vous aviez un exemple par rapport à ça? Tout à fait. Donc, sur le sujet de l'entretien, en fait, on a un jeune qui avait un entretien avec une entreprise. Donc, il était parfaitement préparé, c'est-à-dire qu'il connaissait très bien l'entreprise, il connaissait très bien ce qu'il faisait comme étude, ses objectifs. Il avait réponse à toutes les questions possibles. Donc, a priori, c'était parti pour être très bien. Et il arrive au moment de l'entretien. Première question, présentez-vous. Et là, cette question-là, il n'est pas du tout anticipée. Et blackout. Et il a commencé à se présenter, à raconter son parcours de vie depuis sa petite enfance. Puis au bout de 10 minutes, les recruteurs l'ont interrompu et ont commencé à essayer de lui poser d'autres questions parce que c'était absolument pas pertinent comme première réponse. Et là, il a balbutié, il n'a pas trop su répondre parce qu'il a perdu ses moyens, puisque cette première question ultra ouverte de présentez-vous, il ne l'avait pas anticipée. Et l'entretien, du coup, a été raté. Donc, le fait en fait d'avoir pas su anticiper, de n'avoir pas su se préparer à un entretien de cette façon, ça a fait qu'il a complètement raté son entretien. Et puis, on avait un exemple du début d'intégration d'un jeune qui, en fait, il arrive dans l'entreprise, donc le sujet du stage lui plaît complètement. Il rencontre le directeur pour la première fois le premier jour. Le stage est lié à une thèse, donc on lui donne un grand nombre de lectures à faire. Et ça s'arrête là. On lui donne des lectures à faire. Donc, il y a à peu près une dizaine de livres. Et ce jeune, quand il est rentré chez lui le soir, il a commencé à lire. Il a continué de lire. Il s'est arrêté à 5 heures du matin. Il avait à peu près assimilé tout ce qui lui avait été donné. Et il est arrivé le lendemain matin. Il est allé voir le directeur. Il a rendu le livre tout simplement. Il est reparti sans aucun commentaire. Donc là, vous imaginez bien le directeur qui voit le jeune qui a reçu énormément de lectures et qui vient les rendre le lendemain sans commentaire. C'est du jouant foutisme, tout simplement. Alors qu'en fait, le jeune, n'ayant pas eu de consigne de délai par rapport au temps pour lire tout ça, en fait, et sur le fait qu'on attend un retour de lui, de son côté, il a fait la chose la plus sérieusement du monde. Il a passé toute sa nuit dessus, complètement. Il s'est impliqué à 100%, mais l'image qui sera ressortie sera complètement opposée et mauvaise. Donc, du coup, c'est vraiment important, justement, dans ces cas-là, de bien cadrer, justement, les questions fermées, comme ça a été dit, de faire en sorte de s'assurer que la personne a bien compris. Merci, merci Florian. Il y a cet élément-là, et puis aussi l'élément de dire ne pas, des questions un peu abstraites comme où vous voyez-vous dans 10 ans. Voilà, ça c'est des éléments qui ne parlent pas
en fait, pour voilà, ces personnes. Donc, vraiment avoir des choses, un cadrage, des questions fermées. Et puis, pourquoi pas, alors dans la mesure du possible, quand c'est effectivement faisable, voilà, de permettre à une personne avec autisme peut-être de préparer un exposé à l'avance et de savoir préalablement quelques questions aussi possibles si effectivement voilà, l'employeur l'autorise. Donc ça peut être aussi une possibilité. Si on continue toujours effectivement dans la sphère travail, alors, il y a la phase de recrutement, il y a la phase d'intégration aussi. Et ça, c'est vraiment important de soigner l'intégration du salarié et aussi de préparer le collectif de travail. Le responsable de magasin, effectivement, l'a dit, quoi. Quand ça se fait doucement et quand, je dirais, chacun, le collectif est aussi impliqué, bah, il y a une intégration beaucoup plus facile pour la personne qui est autiste, mais aussi pour les collègues de travail. On sait comment accueillir, voilà. On sait comment faire, on sait les comportements aussi à adopter voilà, pour une meilleure intégration. Donc, pourquoi pas, effectivement, sensibiliser les autres salariés sur les spécificités de leurs collègues et puis sur la façon de se comporter avec lui. Voilà, ça peut être effectivement annoncer le handicap et en discuter pour permettre de faciliter l'inclusion professionnelle. Cela, effectivement, peut permettre de développer un écosystème bienveillant pour favoriser cette inclusion. Alors, effectivement, selon la taille de l'entreprise, ça peut être plus ou moins facile. Mais c'est un élément qui ressort pour effectivement une meilleure intégration. Une communication aussi réussie est une communication voilà, qui est maîtrisée tant au niveau de la nature des informations communiquées que du périmètre des personnes à impliquer simultanément. Il faut le faire de façon effectivement intelligente pour que, voilà, que l'ensemble des salariés qui vont accueillir le collègue soient informés. Alors, voilà, après, les canaux de communication peuvent être divers et variés. Ça peut être un temps d'échange avec les salariés, ça peut être exposition de photos, de films. Et puis, ça peut être effectivement voilà, de dire le travailleur autiste voilà, peut éventuellement, à sa façon et s'il le souhaite, se présenter à ses collègues de façon collective ou individuelle. Je crois que vous avez encore un petit exemple, Florian. Tout à fait. On a une jeune, en fait, c'était assez récent. On la connaissait pas, nous, encore. Et donc, elle a passé un entretien d'embauche de façon normale. Ça s'est pas très bien passé. Donc, mais sur le CV, ça avait l'air très bien. Donc, les recruteurs se sont renseignés un petit peu plus et ils ont appris que la jeune était autiste. Donc, ils se sont dit que l'entretien s'était mal passé, mais que les compétences étaient là. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Donc, ils l'ont recrutée. Elle est arrivée en poste. Ils ont essayé de faire attention, de bien s'occuper de la jeune, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et le résultat, en fait, au bout d'une semaine, c'est une incompréhension totale de la personne, des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a une jeune qui se retrouve à pleurer, à être très mal sur son poste, et de l'autre côté, un employeur qui a l'impression que le recrutement n'était pas efficace, n'était pas le bon, c'est une erreur, et à se poser plein de questions. Et c'est à ce moment-là, justement, que nous, on a pu intervenir, qu'on a été mis au courant de la situation, et en expliquant l'autisme, en apprenant à connaître la jeune très rapidement, et en expliquant les particularités de chacun, ça a pu faire en sorte que tout d'un coup, tout se passe beaucoup mieux et que l'intégration puisse être réussie. Mais en effet, ces premiers pas d'intégration, ces premières semaines, ces premiers instants, ils sont vraiment nécessaires pour faire en sorte que la personne puisse avoir une chance de s'épanouir et de comprendre son cadre de travail de la bonne façon. Merci. Donc, si on continue effectivement dans le processus, alors voilà, il y a recrutement, phase d'intégration. Et ce qui est aussi important, c'est, je dirais, d'adapter l'organisation du travail et puis l'accompagnement du salarié voilà, tout au long de son intégration et puis par la suite aussi.
Donc, ça peut être aussi la création de process clairs et précis. Voilà, avec, je dirais, des process explicites, ainsi qu'un règlement écrit et puis exposé, va permettre à la personne en situation de handicap de mieux s'y retrouver dans son travail, mais aussi, voilà, c'est aussi profitable pour l'ensemble de l'équipe. Donc voilà, avoir des consignes, des process clairs, et puis comprendre ce qu'on attend aussi de la personne. Donc là aussi, vous aviez un exemple, Florian? Oui. On a un jeune qu'on a accompagné, en fait, qu'on a découvert, donc il était en entreprise dans une alternance et les consignes, elles lui avaient été données par oral pour beaucoup. Il y avait quelques consignes écrites, mais en fait, c'était pas complet, très loin d'être complet. Et le résultat, en fait, c'est que tout ce qui était écrit, il l'appliquait très bien, mais tout ce qui lui avait été donné par oral, en fait, il finissait par l'interpréter et puis par l'arranger à sa façon, ce qui lui semblait bien. Et il travaillait dans une assurance et quand il répondait à des clients, en fait, il ne respectait pas les textes prévus exactement pour ça. Il disait qu'il avait des choses à écrire qui étaient peut-être mieux. Il envoyait des réponses du coup qui n'étaient plus adaptées et qui posaient problème à l'assurance. Et en fait, le fait simplement d'avoir créé des process très, très clairs, des règlements qui ont été très précis, lui expliquait aussi son rôle dans l'entreprise. Le fait qu'il est salarié, à lui de décider de faire des modifications, mais qu'il doit d'abord en référer à ses référents. Ça a tout changé, ça a permis justement que le jeune puisse tout d'un coup s'épanouir et que son travail soit très bien fait, là où juste avant, c'était plutôt catastrophique en fait. Effectivement, voilà, de l'importance d'avoir des points de repère pour les salariés. Si on continue, justement, faire des points réguliers sur le travail. Voilà, comme tout salarié, les managers de proximité doivent effectivement avoir des entretiens avec les salariés. Mais je dirais qu'avec un salarié autiste, c'est d'autant plus important pour échanger et faire le point sur comment il travaille, qu'est-ce qui se passe au niveau de son travail quotidien. Voilà, commenter l'ensemble de son travail et faire des suggestions, par exemple. Avec une personne autiste, il est préférable de faire des points réguliers et aussi brefs. Donc ça, c'est un élément qui nous semble important pour que le salarié se sente bien dans son travail au quotidien. Séverine l'avait évoqué tout à l'heure, la notion de la fatigabilité est importante et une notion à prendre en compte pour les salariés. Donc, pourquoi pas effectivement prévoir des salles de repos pour permettre aux salariés de couper de temps en temps et puis voilà, de dire effectivement je m'isole parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bavardage et moi ça me fatigue. Donc comment effectivement je peux me reposer à certains temps durant ma journée de travail. Donc voilà, de pouvoir que l'organisation du travail puisse prévoir ces moments-là. Autre élément aussi qui est possible, la notion du télétravail. Voilà, c'est aussi une façon pour le salarié de se dire, voilà, sur une semaine, je peux une journée, voire 2 journées, être en télétravail pour aménager voilà, les besoins de repos émotionnel. De pouvoir être rassuré dans des situations qui sont parfois stressantes pour les salariés. Voilà, les personnes qui sont autistes peuvent être très méticuleuses, on l'a vu tout à l'heure, anxieuses aussi, et puis si la performance n'est pas parfaite. Donc, des situations où il y a par exemple parfois un bug informatique, un service qui ne peut pas être accompli jusqu'au bout, ça peut être stressant pour elle. Donc, il est important de rassurer les salariés sur le fait que s'il arrive en retard pour des problèmes de transport, par exemple, ou d'autres facteurs imprévus, parce que voilà, les aléas de la vie de travail existent, ce n'est pas un problème. Voilà, ça va pas être, on ne va pas lui en tenir rigueur. Donc vraiment, la notion de rassurer sur des situations qui ne sont pas anticipées pour lui.
de désigner aussi un mentor ou un référent aussi pour accompagner le salarié. Ça peut être intéressant. Et le référent, donc, voilà, va accompagner son collègue, par exemple, pour des moments qui sont un petit peu informels. Et il aura, pourquoi pas, ce rôle de traducteur social pour le salarié autiste, pour l'aider à apprendre certains codes qui ne sont pas toujours intégrés. Voilà, le fait d'avoir une personne ressource, ça peut être facilitant pour le salarié. La facilitation aussi des interactions sociales. Donc, aussi de dire, effectivement, il y a la notion de rituel qui est importante pour ces salariés. Par exemple, apprendre à aller boire un café avec les collègues, ben, ça peut être une évolution pour ces salariés. Et puis, je dirais, une façon de faire qui est pas toujours intégrée et qui est à apprendre. Donc, avoir des interactions sociales, voilà, ça peut être une façon intéressante de rentrer en relation avec ses collègues. Et puis, voilà, c'est intéressant de voir comment on peut faire. Je crois que vous aviez un exemple aussi, Florian. On a un jeune en fait qui est arrivé dans une entreprise, très compétent, tout se passait très bien dans son service. Le code social, c'était tout le monde se tutoie, donc très simple, très pratique. Et un jour, le grand patron est arrivé et lui est arrivé, a tendu la main pour la serrer, a commencé à tutoyer le grand patron. Il a été viré le lendemain. C'est brutal, mais c'est réel. Et en fait, le grand patron n'était pas au courant de l'autisme et n'avait pas été sensibilisé non plus. Et le constat, c'est qu'en fait, on a un jeune qui allait réussir son stage, pour qui tout était bien parti. Et en fait, tout s'est arrêté parce que la sensibilisation n'avait pas été assez loin et qu'on ne lui avait pas expliqué en fait que si ce grand patron arrivait, il fallait le vouvoyer. Surtout. Et ça peut paraître tout bête, mais ça suffit à faire capoter tout complètement en fait. Mmh. Donc, effectivement, voilà, la communication n'était pas remontée, je dirais, au niveau de la hiérarchie. Et donc, du coup, ça a mis en difficulté, il y avait une façon de faire avec les autres collègues qui n'était pas la même avec le grand patron. Et ça a mis en difficulté le salarié. On peut continuer. Par rapport à, si effectivement, là, on continue sur la question de l'organisation du travail, de permettre effectivement la flexibilité des horaires, notamment sur la question des transports. Voilà. On a vu dans l'exemple, hein, le jeune qui prenait le bus avec son père. Une personne autiste peut se sentir dépassée par un emploi du temps qui est à temps plein. Donc, l'idée, ça peut être effectivement, par exemple, de commencer à temps partiel pour progressivement aller vers peut-être un temps plein, mais aménager les horaires, ça peut être une solution. Et de dire la question du décalage des horaires aussi, pour notamment éviter, si le salarié doit prendre le bus, éviter quand il y a des heures de pointe, ça va lui permettre d'être dans arriver au travail dans une meilleure situation, condition, et de dire qu'il ne va pas être stressé par ce qu'il a pu vivre avant de venir au travail. Donc, effectivement, le décalage des horaires peut être une solution, voilà, pour que le salarié se sente bien pour débuter sa journée de travail. On peut continuer. Ce qu'on avait aussi évoqué en introduction, c'était la question de l'aménagement physique des espaces de travail, avec effectivement l'importance, je dirais, de travailler sur les questions de l'intensité du bruit, de la lumière,
de l'encombrement. Avoir vraiment un environnement de travail qui soit épuré, qui soit stable, peut rassurer le salarié qui est en situation d'autisme. Et voilà, ça permet d'avoir des repères visuels, des repères d'organisation, la physique, avec une notion de rangement, et puis des repères aussi au niveau du bruit. Et aussi au niveau des mouvements, de ne pas placer, par exemple, open space, je pense que voilà, c'est des environnements de travail qui sont trop compliqués, trop sollicitants pour une personne atteinte d'autisme. Donc vraiment, d'avoir une vigilance sur l'aménagement physique des espaces de travail pour ces personnes. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, un commentaire. Isabelle? Ok. Moi, je voulais juste peut-être ajouter un commentaire, puisqu'il y a du coup Florian qui est intervenu sur la partie accompagnement, et puis Isabelle va intervenir aussi sur la partie emploi accompagné. Mais en tant qu'entreprise et aussi en tant que partenaire, vous pouvez mobiliser ce qu'on appelle une prestation d'appui spécifique. Du coup, directement, en fait, c'est quelque chose qui est proposé par la GEFIP, mais avec des prestataires extérieurs qui interviennent sur toutes les typologies de handicap et dont l'autisme fait partie. Et du coup, en fait, cette prestation d'appui spécifique, elle va vous permettre aussi de poser un prédiagnostic pour déterminer quel est le handicap prégnant et quel appui vous pouvez mobiliser. Mais aussi, du coup, avoir un vrai appui d'experts sur le projet professionnel, sur la réalisation aussi du projet, l'intégration et du coup, anticiper sur les situations d'emploi, l'aménagement possible du poste de travail pour au mieux, du coup, intégrer ou maintenir la personne sur son poste de travail. Donc, voilà, vous pourrez peut-être en savoir plus, peut-être qu'Isabelle pourra aussi un peu en parler, mais en tout cas, sachez que ça existe et que vous pouvez le mobiliser aussi gratuitement pour vous accompagner et pouvoir intégrer plus facilement ou maintenir une personne en situation d'autisme en emploi. On va aller directement sur la slide suivante, mais l'autre encore. La dernière. Voilà, moi, je voulais finir parce que je regarde aussi le temps, s'il y a des questions, et puis après, il y a l'intervention d'Isabelle. Bon, alors, c'est un peu, comment dirais-je, c'était juste là pour, vous l'aurez, vous pourrez le lire de façon littérale, juste pour dire, voilà, c'était l'interview d'une chargée d'affaires, donc d'une entreprise d'intérim, et qui effectivement accompagnait un salarié, un futur salarié donc, atteint d'autisme, qui avait été dans sa vie professionnelle, il avait été donc chauffeur de taxi et il voulait se reconvertir, notamment aller dans le secteur industriel. Donc, il est passé par une phase de formation qui a duré plusieurs mois, et cette formation s'est très très bien passée parce que effectivement les autres formés étaient au courant de sa situation, donc l'ont très bien accueilli, ça s'est très très bien passé au niveau de l'interaction. Une entreprise a été, comment dirais-je, trouvée pour la suite de son parcours, où là il y avait effectivement dans cette entreprise-là, responsable RH et puis responsable d'intégration qui était dans la boucle pour l'intégration de ce futur salarié. Et en fait, quand il est arrivé dans l'entreprise, il y a eu des difficultés. Ça ne s'est pas très bien passé et il a été obligé d'en sortir. Parce que en fait, le manager de proximité auquel il était référé n'avait pas été au courant de sa situation de handicap.
Donc, ça c'est pas, voilà, ils ne se sont pas compris. Il n'y a pas eu je dirais de complicité professionnelle qui a pu être créée, ce qui fait que le salarié était mis en difficulté et la chargée d'affaires, en discutant avec lui, effectivement, ils ont trouvé cette sortie de dire, cette piste de dire il faut mieux en sortir de cette entreprise parce que voilà, il était en situation difficile et de souffrance. Et ce qu'elle dit à la fin, c'est la notion d'information, d'adhésion, de préparation. Et donc, du coup, ce qu'on vient de dire, la notion d'intégration du futur salarié est importante pour que l'intégration se passe bien. Parce que sinon, effectivement, les acteurs ne sont pas au courant, ont des idées reçues, se font effectivement une image du futur, du salarié, et une image parfois effectivement fausse. Et ça peut amener à des... où ça ne matche pas, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, ça met en difficulté le salarié et puis l'entreprise, voilà, qui n'est pas, l'entreprise ou certaines personnes de l'entreprise qui ne sont pas au courant, ça provoque aussi des situations un peu compliquées. Donc, préparation, implication de tous les acteurs internes, c'est un prérequis indispensable pour l'accueil des salariés en situation d'autisme. Voilà. On continue avec l'ADAPT. On continue avec l'ADAPT. Alors, je ne peux que acquiescer à tout ce qui a été dit précédemment concernant l'autisme. Et nous, l'ADAPT, nous avons obtenu le marché qui s'appelle emploi accompagné. Et là, on est vraiment dans l'accompagnement de la personne reconnue travailleur handicapé vers et dans l'emploi. Donc, je vais faire un petit rappel du cadre législatif. Donc, l'emploi accompagné, effectivement, hein, c'est sorti d'une loi qui est impulsée, bien sûr, cette loi est impulsée par la loi du 11 février 2005, mais c'est également une loi qui est arrivée le 8 août 2016, qui émane de la loi travail, concernant l'accompagnement renforcé d'une personne reconnue travailleur handicapé vers et dans l'emploi. Donc, sur la slide que vous avez, donc c'est les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L 5213-2 peuvent bénéficier d'un accompagnement professionnel en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié ainsi que de l'employeur. Alors, cette loi concerne le milieu ordinaire de travail parce alors je vais être un peu crash de temps en temps, mais que ce soit le public autiste, que ce soit le public avec un handicap psy ou avec une déficience intellectuelle, pendant longtemps, le milieu ordinaire était considéré comme inaccessible et on dirigeait plutôt ces personnes, et ce n'est pas péjoratif, vers des ESAT. L'emploi accompagné, on est vraiment sur la politique inclusive de l'État avec un accompagnement dans le milieu ordinaire de travail. Ça, c'est important de le savoir. Et là, les ESAT, en plus en 2022, il me semble qu'il va y avoir une réforme pour les ESAT. Les ESAT, alors on travaille avec les ESAT, mais les ESAT pourront être un tremplin pour après basculer sur le milieu ordinaire de travail en bénéficiant, pourquoi pas, de l'emploi accompagné si besoin est. On peut passer à la diapo suivante. Donc, les objectifs, alors là, on a marqué DE1 parce que quand c'est arrivé en 2017, on l'appelait dispositif emploi accompagné. Fin 2021 et pour 2022, on passe de dispositif à plateforme, mais ça, c'est notre jargon, on le verra plus tard. Donc, les objectifs de l'emploi accompagné, c'est de sécuriser et fluidifier le parcours professionnel
d'une personne en situation de handicap en milieu ordinaire de travail. Alors, en revanche, le public qui doit intégrer l'emploi accompagné, on est vraiment sur de la RQTH uniquement. C'est-à-dire qu'une pension d'inval sans RQTH, la personne ne peut pas intégrer l'emploi accompagné. Ça, il faut le savoir. Donc là, on est sur la sécurisation et la fluidité du parcours professionnel. L'avantage de l'emploi accompagné, c'est qu'on accompagne sur le long terme la personne en situation de handicap et son employeur lorsque la personne handicapée est en emploi. Donc, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises. L'emploi accompagné, on n'est pas là que pour la personne accompagnée, on est là pour également l'employeur, qu'il soit public ou privé. Le deuxième enjeu, c'est l'insertion et le maintien dans l'emploi. Donc, comme on l'a vu sur les diapos précédentes, l'intégration d'une entreprise est très complexe pour une personne handicapée, notamment pour une personne TSA. Donc, quand on parle d'insertion et de maintien dans l'emploi, c'est vraiment accompagner la personne par des mises en situation, l'entraîner à des entretiens d'embauche pour que l'entretien d'embauche réel se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il y a également le maintien dans l'emploi et l'évolution professionnelle. Parce que c'est bien, une fois que la personne a intégré un emploi, en plus en CDI, on peut dire que c'est le top de top. Sauf que l'emploi évolue tout le temps et un des objectifs de l'emploi accompagné, c'est de permettre à la personne également d'évoluer dans son emploi ou d'évoluer dans l'entreprise. Mais tout ça en bénéficiant d'un accompagnement par un conseiller emploi accompagné ou autrement appelé un job coach. On peut passer à la diapo suivante. Donc, qui peut bénéficier de l'emploi accompagné? Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, c'est toute personne reconnue travailleur handicapé à partir de 16 ans. Donc, ce sont des travailleurs handicapés en recherche d'emploi en milieu ordinaire de travail. Ce sont des travailleurs handicapés qui sont accueillis dans un ESAT et qui ont un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail. J'ai cru voir dans les membres de l'auditoire qu'il y avait des ESAT. Eh bien, par exemple, si vous avez une personne qui a été mise à disposition pendant un temps certain dans une entreprise et que ça se passe bien, que l'entreprise souhaiterait embaucher cette personne, mais que pour que le maintien dans l'emploi se passe bien, il faudrait un accompagnement. Eh bien là, vous pouvez faire, vous, ESAT, vous pouvez faire appel à l'emploi accompagné. On fait du tuilage avec vous et l'emploi accompagné prend le relais une fois que la personne a intégré l'entreprise. Les salariés ou les agents en situation de handicap rencontrant des difficultés de maintien dans l'emploi. Alors, quand on lit le public qui peut bénéficier de l'emploi, quand on a entendu les objectifs de l'emploi accompagné, on peut se dire, attendez là, on vous arrête tout de suite, c'est exactement ce que fait Cap Emploi. Et là, sur le fond, je vais vous répondre que oui, effectivement, on accompagne à l'insertion dans l'entreprise, dans l'emploi plus exactement, et on est là pour veiller au maintien et à la sécurisation une fois que la personne est en emploi. Alors, pour réponse, je vais vous annoncer quelques chiffres. Un conseiller emploi accompagné qui est à temps plein, il a un portefeuille qui varie entre 15 et 20 personnes. Donc déjà, on voit la différence entre le portefeuille d'un conseiller emploi Cap Emploi et d'un conseiller emploi accompagné. Donc, un équivalent temps plein pour un conseiller emploi accompagné, c'est entre 15 et 20 personnes accompagnées. Deuxième chose, on a des obligations de suivi mensuel. Donc, ces chiffres nous ont été donnés par le national. Et donc, une personne qui est accompagnée régulièrement dans l'emploi accompagné, c'est une personne qui a un accompagnement qui varie entre 8 et 12 heures par mois. Donc, vous voyez que là aussi, on est sur une différence par rapport au service public de l'emploi. Et on a une obligation de réaction dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer, lorsqu'on est appelé
au secours. On a un SOS qui nous est lancé. C'est clair qu'on ne peut pas répondre en fixant un rendez-vous dans un mois. On doit vraiment désamorcer les situations qui sont gênantes ou dans lesquelles soit l'employeur, soit la personne accompagnée rencontre une difficulté. Donc, cependant, on arrive en complémentarité du service public de l'emploi, c'est-à-dire qu'on ne se substitue pas au service public de l'emploi. On travaille ensemble. Pour employer une expression un peu cavalière, l'emploi accompagné arrive au bout du bout de tout ce qui a été fait en milieu ordinaire pour la personne accompagnée. On peut se dire, tiens, cette personne-là, on est sûr qu'elle pourrait aller en emploi, mais nous, matériellement, service public de l'emploi, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps ou on n'a pas tout ce qu'il faut matériellement pour accompagner autant que faire se peut la personne. Donc là, l'emploi accompagné peut prendre le relais. Je vous disais tout à l'heure que l'emploi accompagné émane de la loi travail de 2016. Une fois que cette loi est sortie, après, ça a été à la main des ARS, donc des agences régionales de santé. Et les ARS ont rédigé et fait paraître des cahiers des charges, des appels à projets avec cahiers des charges. Pour la Normandie, il y a eu 3 cahiers des charges parce que c'était divisé en lots. Donc, il y avait le département 76, qui était un lot, les départements 14 et 50, qui étaient un deuxième lot, et les départements 27 et 61, qui étaient un troisième lot. L'ADAPT a répondu aux 3 et a été retenue sur 2 sur 3, c'est-à-dire qu'on n'a pas le département 76. Sur le département 76, c'est un collectif d'associations qui s'est regroupé sous le nom de Working Normandie, qui couvre le territoire de la Seine-Maritime. Cependant, comme nous dépendons de la même agence régionale de santé, nous sommes amenés à travailler ensemble, à remonter les chiffres ensemble, etc. Tout ça pour vous indiquer que la loi, c'est pour toute personne reconnue travailleur handicapé et que les ARS, dans leur cahier des charges, ont eu à la main également de définir un public dit prioritaire. Et en Normandie, le Calvados fait partie des lots que nous avons, pour répondre à la question que vous avez indiquée là. Et donc, nous couvrons les 4 départements et dans le public prioritaire, il y a le public TSA. Et il faut savoir que la première année, nous avions un budget pour tout handicap confondu. Et à partir de la deuxième année, nous avons eu un budget spécifique pour l'accompagnement des personnes avec du trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça montre qu'il y a une volonté de l'État pour accompagner ce public vers et dans l'emploi. On peut passer à la diapo suivante. Alors, l'emploi accompagné. Donc, comme on vient de le voir, c'est une sphère. Et d'un côté, on travaille sur l'insertion et de l'autre côté, on travaille sur le maintien dans l'emploi. Donc, l'emploi accompagné, c'est un soutien à l'emploi ou ce qu'on appelle aussi avec la formule anglo-saxonne du job coaching. Donc, l'emploi accompagné permet à des personnes en situation de handicap et à leurs employeurs un accompagnement souple. Donc, on revient à ce qui était évoqué pour les besoins d'accompagnement d'une personne TSA. Donc, un accompagnement souple, adapté à leurs besoins, à leur projet de vie et mobilisable à tout moment. Pour un employeur, l'emploi accompagné est gratuit. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à l'emploi accompagné et ça ne coûtera rien à l'employeur. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on peut accompagner une personne jusqu'à sa retraite. À condition, c'est toujours calé sur la RQTH. Donc ça, c'est la condition sine qua non. Il faut que la RQTH soit toujours présente. Sinon, on ne peut pas accompagner la personne tout au long de sa vie. Et le statut de la personne accompagnée quand elle entre dans le dispositif ne change pas. C'est-à-dire qu'elle est demandeur d'emploi, elle reste demandeur d'emploi, elle est toujours dans le portefeuille du service public de l'emploi, mais le relais est passé à l'emploi accompagné. Elle est salariée,
elle continue d'être salariée. Elle perçoit une allocation d'adulte handicapé, elle continue de percevoir l'allocation d'adulte handicapé. L'intégration dans l'emploi accompagné ne change rien au statut de la personne que l'on reçoit. Et quand on dit mobilisable à tout moment, on a des variations dans l'accompagnement de la personne. Et à un moment donné, la personne accompagnée peut très bien nous dire « Écoutez, moi, je n'ai plus besoin de vous. Par contre, je ne veux pas sortir de l'emploi accompagné. » Donc, on va réduire la fréquence de l'emploi accompagné et des rencontres avec le conseiller emploi accompagné. Et si à un moment, on sent qu'il y a un risque de désinsertion professionnelle, par exemple, ou à risque de décompensation par rapport à la maladie, eh bien, l'employeur ou la personne accompagnée peut nous dire, là, il faut venir à tout prix. Je sais qu'il n'y avait pas de rendez-vous, mais il faut venir parce que j'ai des angoisses, parce que j'ai changé de chef de service et j'ai peur que ça ne le fasse pas. Donc là, la personne accompagnée a tout loisir d'appeler le conseiller pour qu'on désamorce d'abord par le biais d'un échange téléphonique si c'est possible. Et sinon, c'est par le biais d'une rencontre. D'abord, conseiller emploi accompagné, personne accompagnée. Et après, ça peut être du tripartite, conseiller emploi accompagné, personne accompagnée et employeur. La diapo suivante. Donc, dans le cahier des charges, et puis voilà, c'est ainsi qu'est conçu l'emploi accompagné, il y a 4 phases, mais ces 4 phases sont indépendantes les unes des autres. On peut très bien avoir une personne qui rentre par la phase 1 et qui va avoir affaire à toutes les phases, phase 1, 2, 3, 4. Comme une personne, par exemple, une personne qui est déjà en emploi, eh bien, elle peut très bien intégrer directement l'emploi accompagné par la phase 4. Donc, on est vraiment sur une adaptation et on peut aussi faire des allers-retours entre les phases. Donc, quand on dit que l'emploi accompagné, c'est un dispositif très souple, voilà, pour ne pas faire la palisse, mais presque, il n'y a pas de rigidité. Il y a un cadre, certes, qui est le cadre légal. Maintenant, on est vraiment dans l'adaptation. On est sur du parcours à la carte pour la personne accompagnée. Donc, l'étape 1, la phase 1, c'est l'évaluation de la situation de la personne, où là, on va plutôt regarder son environnement, dans quel environnement elle évolue, la personne évolue, que ce soit dans son environnement scolaire, on va parler de l'environnement scolaire, que ce soit dans l'environnement social, familial et de santé, parce que l'aspect santé a une énorme importance dans l'accompagnement. La deuxième phase, on va plutôt être sur la détermination du projet professionnel. Donc là, on va regarder quelles sont les appétences et les compétences de la personne. Et ça, c'est important parce que, quand je parle d'appétence, parce qu'on part vraiment des besoins de la personne. Ça peut être des besoins effectivement d'accompagnement médico-sociaux parce qu'il y a besoin de quelque chose de renforcé, mais on est vraiment dans l'écoute de la personne par rapport à ses appétences. Et on met en place, alors au début ça choque un peu, et puis au fur et à mesure on comprend le pourquoi. Comme la personne elle est actrice de son projet, de quel droit nous, ou le conseiller emploi accompagné va dire « non, vous ne pouvez pas faire ça, hein. Non, ça c'est pas possible ». Donc on va accompagner aussi la personne dans ce qu'on appelle la réussite de son échec, c'est-à-dire qu'elle se rende compte par elle-même que ce n'est pas possible et qu'on analyse les raisons du pourquoi ce n'est pas possible. Et après, eh bien, on va repartir sur un autre projet. La troisième phase, c'est l'assistance à la recherche d'emploi. Donc, voilà, comme son nom l'indique, on accompagne la personne vers la recherche d'emploi. Alors, toujours en fonction de ses appétences. Ça peut être aussi en lien avec les offres d'emploi qui sont présentes sur le marché. Mais quand on dit assistance à la recherche d'emploi, on est sur effectivement les choses basiques, à savoir travailler sur la lettre de motivation, bien entendu, retravailler le CV, mais on est aussi sur un accompagnement physique. C'est-à-dire que si la personne, elle décroche, et là je reviens à ce que disait Florian dans les exemples qu'il a nommés, une personne décroche un entretien d'embauche.
Et une des conséquences du handicap, on est sur passer physiquement la porte de l'entreprise. Eh bien, le conseiller emploi accompagné, dans ses missions, il a d'accompagner physiquement la personne à l'entreprise et dans l'entreprise. Et lorsqu'il y a cet entretien d'embauche, le conseiller emploi accompagné, en accord avec la personne accompagnée, peut très bien demander et informer l'employeur qu'il sera présent lors de l'entretien d'embauche. Alors, je vous parle de cet exemple-là parce que c'est arrivé. Hein, le conseiller emploi accompagné, il est la béquille sur laquelle peut s'appuyer la personne accompagnée. Et c'est arrivé, hein, cette situation est arrivée où le conseiller a accompagné la personne lors d'un entretien d'embauche. Et on est dans l'empowerment, donc on est dans le laisser agir, le pouvoir agir de la personne et non pas le faire à la place d'eux. Et le conseiller n'intervenait en accord avec la personne accompagnée et l'employeur que si la personne accompagnée le lui demandait. Parce qu'il y avait un moment de panique où la personne ne savait pas comment répondre. Et enfin, la quatrième phase, c'est l'accompagnement intensif et individualisé dans l'emploi. Donc, comme vous le voyez, on est sur l'appui au conseil au recrutement, on est sur de l'accompagnement sur site, on est, comme c'était évoqué précédemment, et là, dans l'emploi accompagné, on a l'obligation de le faire, on est sur la sensibilisation du collectif de travail et on est sur un aménagement du poste de travail en fonction des besoins qui sont évoqués. Alors, quand on parle d'appui et d'accompagnement sur le site, là, c'est également important et c'est valable aussi bien lorsque la personne entre en emploi que lorsqu'elle fait un stage une immersion en entreprise. C'est-à-dire qu'on évalue les besoins d'accompagnement de la personne pendant cette période, à savoir si la personne prend son poste à 6 heures du matin et que pour elle, c'est une angoisse de prendre son poste à 6 heures du matin, le conseiller emploi accompagné sera présent à 6 heures du matin pour la prise de poste. Si l'employeur nous dit, comme ça a été évoqué également, mais attendez, nous, le handicap, on ne connaît pas, on ne sait pas faire. Nous, tout ce qu'on demande à la personne, c'est qu'il faut qu'elle produise. Mais par contre, le handicap, nous, on ne sait pas faire. Le conseiller emploi accompagné peut négocier avec l'employeur et avec la personne accompagnée, bien entendu, une présence dans l'entreprise en fonction des besoins et des attentes de l'entreprise et de la personne accompagnée. Ça peut être, pour la première semaine, eh bien, le conseiller emploi accompagné, il va passer 2 heures tous les matins en entreprise avec la personne accompagnée. Ça peut être, écoutez, je viens la première journée et la dernière journée de l'immersion, par exemple, eh bien, on vient faire un point. Je viens regarder, évaluer l'évolution de la personne à son poste de travail. Donc, quand on vous dit qu'on est sur de l'accompagnement à la carte, on est vraiment sur de l'accompagnement présentiel plus. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour faciliter les repères, notamment humains, de la personne accompagnée, elle a un référent unique qui est appelé conseiller emploi accompagné ou job coach. Et ce référent est référent unique pour la personne et son employeur. Donc, cela permet, et en fonction des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure pour le portefeuille, un temps d'accompagnement intensif et renforcé, et ça fait partie vraiment des plus-values de l'emploi accompagné. On est vraiment sur un accompagnement renforcé des personnes. Donc, le job coach ou le conseiller emploi accompagné, c'est un tiers extérieur qui est médiateur entre la personne et le collectif de travail. Il va essayer d'expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Donc, il n'est pas partie prenante. Il est là, bien sûr, pour accompagner la personne accompagnée, mais faire en sorte que tout le monde comprenne les tenants et les aboutissants de la présence de la personne accompagnée dans l'entreprise. Il joue un rôle dans l'adaptation du poste de travail et les missions qui lui sont confiées. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et il fait le lien entre la personne handicapée, les professionnels de santé ou du médico-social, les intervenants spécialisés dans l'accompagnement des personnes handicapées et l'employeur. Donc, vous voyez que vous avez un schéma sur la droite. Donc, on est sur de la réactivité intensive et renforcée. On est sur de la proximité, donc
il faut aussi que le conseiller emploi accompagné connaisse le bassin d'emploi de la personne qui l'accompagne. On est sur de la flexibilité, c'est-à-dire que 2 personnes accompagnées dans une même entreprise n'auront pas forcément le même accompagnement. Et on est sur une durée sans limite. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je regarde l'heure, il faut que je me dépêche. Isabelle, je crois qu'il y a une question dans le chat. Oui. Par rapport en fait à la possibilité justement de mobiliser un job coach quand on est demandeur d'emploi. Alors, quand on est demandeur, alors on ne peut pas mobiliser un job coach. On mobilise l'emploi accompagné. Donc, normalement, si j'ai le temps, je vais y revenir. Et donc, on peut demander soit à son conseiller du service public de l'emploi, si on est à Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi. Les 3 membres du service public de l'emploi connaissent l'emploi accompagné. Donc, on peut se renseigner auprès du service public de l'emploi ou bien faire une demande auprès de la MDPH. Mais il faut bien indiquer, parce que sur le formulaire MDPH, sur le CERFA MDPH, il y a la case emploi accompagné. Cependant, il faut vraiment montrer la plus-value de l'emploi accompagné. Comme je vous l'ai dit, on ne se substitue pas à ce qui existe déjà. On vient vraiment en complémentarité. Là aussi, je vais grossir le caractère. Une personne ne peut pas dire « ouais, moi j'en ai marre de Cap emploi, je veux de l'emploi accompagné ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment qu'on voit une plus-value de l'emploi accompagné et que Cap emploi, si possible, ait déjà accompagné la personne pour montrer aussi quelles ont été les limites dans l'accompagnement. Pour que nous puissions prendre le relais. Autre question, quels sont les délais de désignation du conseiller emploi accompagné une fois que l'entrée dans le DAE est validée? Alors, ça revient à notre organisation interne. Donc, comme je viens de vous le dire, nous couvrons 4 départements. Donc, nous avons les validations qui viennent tantôt de la MDPH, tantôt du service public de l'emploi, puisque depuis 2020, jusqu'en 2020, il n'y avait que les MDPH qui orientaient vers l'emploi accompagné. Depuis 2020, je vais pas passer les jeux, je vais dire, pour répondre à Véronique, je vais répondre aux questions et je pense qu'en répondant aux questions, je parlerai des slides en même temps. Donc, depuis 2020, il y a une saisine directe par le service public de l'emploi. Donc, une fois que les entrées sont validées, il y a une coordinatrice qui s'appelle Véronique Anne, qui rencontre les conseillers emploi accompagnés du département une fois par mois avec tous les dossiers qui nous ont été adressés. Et il y a répartition des dossiers entre les différents conseillers du département. Donc, je pense qu'entre un mois, un mois et demi, il y a une nomination d'un job coach, sachant qu'avant cette nomination, la coordinatrice rencontre systématiquement les personnes qui nous sont adressées. Donc, il y a un contact avec l'emploi accompagné avant même la nomination du job coach. Voilà. Alors, si je veux vraiment parler, on va passer alors, à la slide d'après. Encore. Encore. Comme ça, je vais arriver direct, voilà, à la typologie de handicap. Donc, nous travaillons, donc là, vous avez les chiffres 2021 pour l'ensemble de la Normandie. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le public TSA représente 15% des personnes accompagnées. Donc, si je parle en nombre, nous avons aujourd'hui 308 personnes accompagnées. Et donc, sur les 308 personnes, sur les 5 départements, le public TSA représente 15% des personnes accompagnées. Et sur les 15% des personnes TSA, nous en avons 2%, malheureusement que 2%, mais on ne désespère pas, qui sont dans l'emploi. Alors, pour reprendre aussi des choses qui ont été dites tout à l'heure, hein, c'est que pour accompagner une personne TSA, là je vais vraiment me focaliser sur l'objectif d'aujourd'hui, voilà, effectivement, c'est y aller doucement. C'est qu'il y ait un interlocuteur à l'interne de l'entreprise. Donc, tout à l'heure, Sophie parlait de référent. Donc, nous, on prône énormément le tutorat à l'intérieur de l'entreprise. Donc, quand on a l'information quand on informe le collectif de travail, on essaie de voir avec l'employeur s'il peut y avoir du tutorat de mis en place.
Donc, la sensibilisation du collectif de travail, hein. Tout à l'heure, j'entendais dire le handicap. Nous, on est plutôt sur de la confidentialité. On va plutôt parler de répercussions du handicap. Et si la personne veut annoncer son handicap, c'est à elle qu'on laisse le soin d'annoncer sur son handicap. En revanche, nous, on va plutôt parler du retentissement du handicap sur l'emploi. Et donc, on est accompagné tout au long de l'intégration, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à l'entrée, pendant, avec des fréquences d'intervention qui sont variables. Il reste 6 minutes, donc comme vous aurez le support, il y aura d'autres diapos, mais je ne vais pas m'étaler, c'est plutôt faire appel aux questions que vous auriez tous à nous poser. Peut-être on peut aller sur la présentation des différentes ressources, s'il vous plaît. Je vous laisse les présenter. Alors, là, vous avez. Alors là, c'est plutôt Florian. Oui, Florian, s'il vous plaît. Donc, le guide Simon, en fait, c'est un guide qu'on a créé qui est destiné aux employeurs, qui est destiné aussi aux personnes avec autisme, à leur famille, en fait, à toutes les personnes qui sont plus ou moins proches d'une personne avec autisme. L'idée, en fait, c'est de montrer que l'emploi est possible pour la personne avec autisme et d'expliquer dedans, en fait, un petit peu les particularités de ces personnes, leurs spécificités et donner des exemples, des suggestions, des conseils. Ça ne se veut pas exhaustif, mais ça permet au moins de se rendre compte que l'emploi d'une personne avec autisme est possible. Ça peut très bien se passer. D'ailleurs, nous, ça se passe en général très bien, la plupart du temps. Et il ne faut justement pas hésiter à se renseigner, à prendre des informations. Et c'est justement un petit livret assez simple, assez lisible. Et on a fait aussi un film qui s'appelle Autisme et travail, donc où on part justement de préjugés sur le sujet de l'autisme. On a des témoignages ensuite d'employeurs, de personnes employées aussi pour expliquer un petit peu les difficultés qu'elles ont pu avoir dans le recrutement d'une personne avec autisme et les réussites aussi, parce que c'est important toujours de montrer qu'il y a beaucoup de réussites qui peuvent se faire et que ça peut être un bénéfice aussi pour l'entreprise. Ensuite, on a quelques livres très intéressants. Donc, le premier que j'avais noté, c'est La différence invisible de Julie Lachèze. Donc, Julie Lachèze, c'est une doctorante qui est elle-même autiste. Et dans La différence invisible, en fait, c'est une petite BD qui explique l'autisme au féminin dans son parcours quotidien, avec toutes ses difficultés, toutes les complexités qu'elle peut vivre. Et ça permet vraiment de se mettre à sa place, de voir comment une personne autiste, qui plus est femme, va vivre les choses. Après, vous avez 2 témoignages de parcours de vie, donc de Daniel Tammet et de Joseph Chovanec, donc ils sont plutôt très connus tous les 2. Et c'est des livres qui se lisent plutôt assez bien et qui permettent de voir un petit peu toutes les difficultés des personnes avec autisme. C'est plutôt très bien fait. Mais ça vaut vraiment. En fait, ces 3 petits livres-là, ça permet vraiment d'avoir un grand panel de situations de vie des personnes avec autisme, avec des particularités très différentes l'un à l'autre. Ensuite, pour ce qui est des films et puis des séries, donc là, je vous avais noté Atypical, qui est sur Netflix d'ailleurs, et qui est vraiment très bien. Vous avez la vie d'une famille dont le fils est autiste. Et c'est vraiment très bien fait parce qu'on voit toutes ces particularités, toutes ces difficultés, tout son quotidien. C'est plein d'enseignements et surtout sur la vie de famille de la personne avec autisme. Parce que ça s'intéresse vraiment aussi à tous les personnages, aux parents, à la sœur. C'est très bien fait. De la même façon, The Good Doctor, donc, qui suit le parcours d'un jeune qui devient médecin et dans un hôpital et qui est excellent dans son domaine, mais pour lequel toutes ces spécificités font que les choses sont plus difficiles que pour les autres et l'acceptation aussi est plus compliquée. Le cerveau d'Hugo, c'est un documentaire qui avait été réalisé il y a quelques années sur le sujet de l'autisme, qui aborde beaucoup de facettes de l'autisme et qui est très bien fait, qui est très facile à voir en fait, et qui permet d'aborder beaucoup de sujets, de les comprendre. Puis, j'avais noté Hors Norme, un film assez récent, sans doute beaucoup de monde a déjà vu ici, et qui aborde aussi une autre facette de l'autisme de façon très très bien faite et très intéressante. Merci Florian. Et juste aussi vous dire que vous pouvez retrouver une ActiveBox. Donc une ActiveBox, en fait, c'est un kit notamment de communication, puisque vous y retrouverez des affiches, des documents de communication, réseaux sociaux, etc., pour pouvoir communiquer en interne, notamment dans vos entreprises.
Et du coup, vous avez aussi 2 guides, un guide sur les collaborateurs et un guide référent handicap que vous retrouverez dans cette ActiveBox, qui reprend majoritairement des éléments de langage que nous avons pu avoir aujourd'hui, mais voilà, qui vous permet aussi de vous reposer sur le sujet, ainsi qu'une fiche pratique qui a été réalisée par les réseaux des référents handicap que nous portons dans les différentes délégations nationales. Voilà pour les ressources. Peut-être du coup une petite conclusion avant de passer sur le questionnaire d'évaluation peut-être. Nous nous posions la question, est-ce que nous avions traité l'ensemble des questions qui nous sont parvenues? Alors, il me semble que dans le déroulé, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont pu avoir une réponse. Et auquel cas, comme je vous le disais au démarrage, on aura une réponse pour ceux qui n'auraient pas eu la leur dans le déroulé. Notamment, il y avait une question sur le réseau des référents handicap. Et auquel cas, je me fais porte-parole de répondre à cette question. Merci. Vous dire que nous avons dû condenser le maximum d'informations les plus pertinentes et les plus parlantes. Vous avez vu, on a pu mixer des connaissances, des témoignages, des apports d'informations sur des dispositifs avec quelques données statistiques. Donc, j'espère que durant ces 2 heures, vous avez pu avoir les informations dont vous aviez besoin. Nous sommes à votre disposition, tous les intervenants. Nous restons bien entendu à votre écoute si vous avez besoin d'aller plus loin sur un sujet que nous avons abordé. Quel que soit l'intervenant, vous pouvez nous contacter par mail. Vous allez recevoir notre support. Et sur ce support, effectivement, il y a nos coordonnées. Et peut-être remercier du coup tous les intervenants qui ont participé aujourd'hui. Merci Florian, merci Isabelle, merci du coup à la RACT, Sophie et Séverine. Et du coup, je vous invite à retourner une dernière fois sur le Bicast pour évaluer la satisfaction que vous avez eue sur le webinaire et nous permettre du coup de toujours nous améliorer pour les prochains temps que nous pourrions faire. Et du coup, peut-être vous souhaitez, sauf s'il y aurait des dernières questions auxquelles on pourrait répondre, mais en tout cas, vous souhaitez une belle fin de journée et merci à tous pour votre attention. Ah oui, et Sophie voulait peut-être juste ajouter quelque chose. Oui, juste. Merci aussi à toi, Élodie, pour les apports et puis l'animation. Juste, effectivement, voilà, au niveau de la RACT, vous avez bien vu, on aborde différents sujets sur la question des conditions de travail. Je vais vous mettre dans le fil dans le chat un lien. On est en train on a construit un sondage sur les questions d'égalité professionnelle. Donc, on vous invite à y répondre. Donc là, je vous envoie le lien. Je n'y arrive pas. Voilà, c'est bon. J'espère que vous l'avez reçu. Voilà. Et vous pouvez aussi aller sur notre site internet pour y répondre. Voilà. Voilà. Donc, merci de votre participation à ce sujet qui est autre. Merci. Merci. Merci à tous du coup et prenez ces quelques minutes pour répondre et à notre questionnaire sur le webinaire et au questionnaire que Sophie vient d'envoyer dans le chat. Passez une très belle fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Et merci pour cette matinale. Merci beaucoup. Tu as lancé l'animation pour la satisfaction.